Chaque lundi soir, à 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Rebonsoir à tous, désolé pour ce lancement live un petit peu en décalé. Donc, comme je le redis, donc on est avec Sniper. Re-salut Snipe. Et re-salut tout le monde. On est avec Animal Agressif. Salut Animal Agressif. Re-salut tout le monde également. Encore une fois, merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne le savent pas, supporter du LOSC, fan de Chelsea et footix à temps plein. Salut Garen Thomas qui est dans sa première émission ce soir. Oui, bonsoir à tous. Merci supporter parisien, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ma première et ouais, supporter parisien et petit connaisseur de Ligue 1. Ok, on est avec aussi un Marseillais, donc Villa, qui est devenu un petit peu lillois ces derniers temps, mais bon, on l'assimile toujours comme Marseillais. Salut Villa. Je crois que Villa n'a pas de... Ok, il n'a pas d'audio. Nickel. Luigi, tu m'entends? Bah ouais, vous allez bien? Luigi. Donc du coup, sans plus attendre, on va commencer par les sujets Ligue 1. Et donc, générique. Pour le sujet Ligue 1, du coup, on a un petit peu modifié au vu de l'actualité. Donc, on a décidé d'englober un petit peu les événements qui se sont passés à Marseille aussi, avec les différents groupes avec les groupes de supporters qui se sont réunis pour confronter les joueurs et les dirigeants à la commanderie samedi, avec aussi les événements qui avaient eu lieu à Nantes à l'arrivée de Raymond Domenech début janvier. Et les événements qui ont eu lieu aussi à Saint-Etienne, un peu plus dans le calme, donc samedi aussi. Et donc la question c'était que pensez-vous du coup de ces débordements de supporters et quel était votre regard sur les raisons qui ont poussé un petit peu les supporters à se rebeller. Si Sniper veut commencer à parler. Ouais, il y a pas de problème. Alors moi, mon ressenti, pour revenir un peu ce qui s'est passé du côté de la commanderie, moi je tolère pas trop ce qui s'est passé. Je comprends la douleur des supporters marseillais en ce moment. Je comprends la colère depuis tout ce qui se passe depuis 3 ans maintenant avec le famoso Champion Project qui n'a jamais vu le jour. Mais il y a d'autres moyens de manifester sa colère. Alors ok, il y a plus les stades, on peut plus manifester au stade. Mais par exemple, ce qu'ils ont fait à Nantes avec le Nantes Circus, c'était plus pacifique, mais ça montre la colère que les supporters peuvent avoir. Et là, franchement, ce qui s'est passé à Marseille, c'est complètement débile. Et je tolère absolument pas. Et ça montre une mauvaise image. Déjà qu'en ce moment, elle est pas très bonne, l'image des Marseillais. Désolé les Marseillais, mais c'est la vérité. Là, c'est encore pire, quoi. Et c'est vraiment en ce moment la risée de la France. Et je me demande ce que les Européens pensent de tout ça, parce que bon. Je crois pas qu'en Europe, dans les clubs européens, ça se passe comme ça. Enfin, du moins, j'ai pas souvenir récemment de débordement comme ça, quoi. Donc ouais, pour moi, je trouve ça intolérable, quoi. Si Villa, en tant que Marseillais, tu peux un peu t'exprimer si ton micro. Il est parti. Non, il est toujours là. Si tu peux t'exprimer en tant que Marseillais, ça serait peut-être. Non, il est parti. Ok. Donc s'il y a un Marseillais qui voudrait un peu s'exprimer sur non, il est toujours là. S'il y a un Marseillais qui voudrait un peu s'exprimer sur ce qui s'est passé donc samedi et son ressenti et un petit peu. Ils peuvent pas, ils sont en GAV.
Bah, si Villa, tu peux pas du tout parler, on va passer du coup à Raynoir qui nous a rejoint. Salut Raynoir. Les gars, bonsoir à tous. Qu'as-tu pensé du coup des événements qui se sont passés samedi à Marseille, du Kita Circus ou de l'envahissement du centre d'entraînement de Saint-Étienne-Letras un petit peu samedi pour mettre un coup de pression aux joueurs? Bah, franchement, c'est assez choquant de voir autant d'agitation du côté de Marseille. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça les supporters. C'était pas non plus, la situation n'était pas non plus comme c'était par exemple l'année dernière vers la fin de la saison. L'énervement, il était intense. Il y a des gens qui ont été arrêtés là. Je crois il y a 7 personnes en prison là déjà. Et ouais, c'était très grave en tout cas, très grave. Et en tant que Parisien, du coup, tu vois les choses d'un regard amusé ou pas tellement parce que quand même ça reste, c'était quand même vraiment violent ou... Ouais, non, franchement, là c'est plus du foot là, ça dépasse le cadre du foot. On peut pas, je peux pas dire, je peux pas rigoler, genre c'est choquant, c'est plus du foot, c'est des sauvages quoi, c'est n'importe quoi. Ok. Surtout qu'il a soulevé un point, c'est que bon, la situation sportive de Marseille cette saison, elle n'est pas non plus catastrophique. Il reste quand même 15 matchs. Ça aurait été déjà un peu plus légitime la colère si c'était à la fin de la saison et que tout était déjà perdu. Mais bon, là, l'Europe, c'est encore jouable. Même le podium, bon, j'y crois pas, mais c'est encore jouable. Voilà, c'est un peu trop tôt pour manifester comme ça. Ils ont vraiment pété les plombs, les supporters. En plus, ça arrive le jour même d'un match vraiment important contre Rennes, qui est un de leurs concurrents directs. Ah, mais clairement, ça arrive. Alors, ouais, là, s'il gagnait contre Rennes, je crois qu'il est dépassé au classement. Non, il est dépassé pas au classement, mais avec le match en retard, il est dépassé au classement. Et ils auraient pu se remettre dans le bain, quoi. En plus, ça survient quelques temps après, où on entend parler des rumeurs comme quoi Villas-Boas, pardon, veut partir ou va partir en fin de saison, juste après ce qui s'est passé avec Thauvin et Payet. Enfin, déjà que le climat il est pourri, mais là c'est cataclysmique quoi. Vraiment, c'était vraiment la pire chose à faire pour moi. En plus, je vois pas trop ce qu'un climat de peur comme ça pourra apporter. Je trouve que c'est vraiment une boucle très contre-productive. Alors autant il y a des raisons multiples qui rendent la chose compréhensible, mais certainement pas légitime. Je pense que les supporters ils ont un sentiment de voir le club s'écrouler. Il y a très peu d'espoir dans un contexte sanitaire qui rend déjà la vie assez compliquée. Et ils ont du mal à se faire entendre en plus avec la fermeture des stades. Ça devient vraiment difficile de canaliser sa colère. Et c'est symptomatique d'une relation vraiment fusionnelle et toxique entre le club et les supporters. Mais en aucun cas, je pense qu'une violence comme ça restera justifiable. Et en plus, ça affecte tout le club, pas seulement les joueurs, mais aussi les personnes qui travaillent travaillent à la commanderie. C'est au-delà du cadre sportif. Et au passage, je pense que la presse généraliste va vraiment savourer ce genre de conneries, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Alors du coup, je crois que Villa arrive à parler, donc s'il veut prendre la parole pour exprimer son point de vue en tant que Marseillais, puis c'est intéressant parce que là on a eu des points de vue un peu extérieurs qui font que du coup on a un regard très négatif sur ce qui s'est passé, mais peut-être que les Marseillais. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Nickel. Bon, bah c'est très bien. Bon, salut tout le monde déjà pour commencer. Moi, je vais donner mon point de vue. Moi, je pense que je vais un peu écouter tout le monde. Sniper, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense que, en fait, la situation sportive méritait que ça manifeste. Franchement, la saison est foutue de l'OM. C'est fini. Pour moi, on est en début février. Concrètement, il n'y a plus rien à jouer. On a 10 points de Lille. Si les 2 matchs en retard sont gagnés. Ce qui n'est pas fait, parce que c'est quand même Rennes et l'autre c'est de mémoire, je sais même plus. Alors c'était important, enfin la protestation était justifiée, mais pas de cette façon, je pense. C'est-à-dire en fait pour imaginer quelque chose de plus parce que d'après ce que j'ai compris, puisque du coup j'avais un petit peu écouté après comme tout le monde RMC ou des choses comme ça où ils avaient fait intervenir des gens. Bon, après, est-ce qu'ils sont légitimes, est-ce qu'ils sont pas légitimes? Je sais pas. Mais du coup, qui expliquait que certains supporters qui étaient rentrés dans la commanderie ne voulaient pas non plus à la base tout casser.
Il y avait l'objectif d'avoir une confrontation directe avec les joueurs, mais Le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Dans n'importe quelle manif, tu vas être 200, 300, tu auras toujours la 20 ou trentaine de crétins. Il n'y a pas d'autre mot pour tout faire dégénérer, en fait. C'est que ça manifeste, que ça reste devant la commanderie avec des fumigènes, des banderoles. Bon, si ça en reste là, pourquoi pas. Après tout, je sais plus qui disait ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est le contexte marseillais. Après, voilà, dès qu'il y a un petit grain de sable, tout de suite, ça monte au créneau, de toute façon. Mais de là, voilà, même aller jeter la mallette de Villas-Boas ou casser les vitres, les voitures des joueurs, ça c'est quelque chose que je peux pas cautionner. Ça, absolument pas. Juste après, je laisserai les autres parler. Tu dis que la saison est foutue, mais il reste quand même 15 matchs. Ouais, mais là, ça fait 10 matchs, l'OM ne produit rien, absolument rien. Oui, c'est sûr. Mais après, tu connais, tu peux faire 3 victoires d'affilée en jouant mal, 9 points et ça te replace directement. Tu vois. En Ligue 1, c'est vrai qu'en Ligue 1. Voilà, en Ligue 1, c'est ça. On est d'accord, mais je vois pas comment on peut aligner 3 victoires de suite, là, concrètement, avec le jeu proposé. Oui, c'est sûr, mais bon, la saison foutue pour moi c'est un peu trop tôt. Voilà, bon, je vais laisser un peu les autres dire ce qu'ils en pensent, mais bon. Moi c'est un tout, c'est un tout. Tu vois la situation actuelle en Ligue 1, on est largué. La Ligue des Champions, ça a été un désastre. Oui, c'est sûr, c'est un tout. Ouais. Franchement, là pour le moment, je vois pas ce que tu peux retenir de positif, même niveau joueur. On va perdre Thauvin. Là, franchement, le futur, là, cet été, je sais pas ce que ça va donner, mais il n'y a pas de quoi se réjouir pour le moment. Ouais, je vois ton point de vue, je vois. C'est vrai que là, je te rejoins, c'est vrai que, encore une fois, je légitimerai pas cette violence, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des raisons de péter un plomb à tous les niveaux, que ça soit dans l'instance du club, Hérault, je pense qu'il va falloir qu'on aborde le sujet à un moment donné, parce que c'est quand même un sacré foutage de gueule, et même au sein de l'effectif, bon déjà un mec comme Villas-Boas qui se ramène et qui dit à la fin de la saison je suis plus là, tu sais que le mec il va plus fédérer son équipe comme il a pu le faire à un moment donné. D'ailleurs c'est déjà le cas depuis un moment, on voit dans le jeu qu'il y a plus grand chose de proposer si ce n'est rien, l'équipe elle est en dépression, il y a l'affaire Thauvin, enfin vraiment à tous les niveaux ça pète, c'est triste, et pourtant j'ai pas une affection particulière pour l'OM. Mais force est de reconnaître que là, c'est vraiment. Moi, je vais aller plus loin. L'année dernière, la qualification Ligue des Champions, c'est un miracle. Le championnat arrêté. Si le championnat avait continué, l'OM n'était jamais en Ligue des Champions l'année dernière. Je pense pas. Parce que c'était déjà faible dans le jeu, de toute façon. C'est pour ça on s'attend à faire aussi bien cette saison. Mais je veux dire, l'effectif en qualité, il a pas forcément évolué. Et par contre, à côté, ça s'est renforcé quand même, quoi. Et en plus, derrière, il y a eu aussi une grosse communication autour de la Ligue des Champions. Et derrière, ça a fait un pétard mouillé monumental. Je pense qu'ils auraient pu s'abstenir de faire ça. C'est comme c'est Marseille bébé dans la tribune. C'est le même genre de conneries, en fait. Ça te retombe forcément sur le coin de la gueule à un moment donné de la saison, quoi. Ouais, complètement. C'est compliqué. Peut-être 2 mots pour finir de la part de Geraint Thomas et Luigi Sorge qu'on n'a pas encore entendu sur ce sujet-là, ou peut-être voilà, c'est un peu le contexte marseillais, quoi. En fait, le club se sabre tout seul, que ce soit les joueurs, le président, les supporters. C'est vrai, c'est vraiment dommage. Moi, je suis pur parisien, mais quand je vois ça, je suis plus, on va dire un peu choqué, un peu déçu, quoi. Au-delà du fait que c'est le rival historique, mais c'est vrai que c'est vraiment décevant, quoi, de la part de Marseille. Après, le contexte fait que Villas-Boas, il est plus concerné. T'as des joueurs comme Thauvin qui vont partir gratuit l'année prochaine. T'as des joueurs qui ont un peu la cote comme Kaletacha ou des milieux de terrain qui vont sûrement partir aussi. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Je me dis là maintenant on est dans une phase de Marseillais où c'est dur, mais je me dis peut-être que le pire est à venir, quoi. D'accord, merci pour ton éclairage, du coup. Peut-être Luigi Sorge, si tu veux dire quelque chose en tant que Lyonnais. En fait, moi, je suis désemparé de ce que j'ai vu par rapport à l'OM. Ce qui me chagrine dans l'histoire, c'est
même au-delà de la manifestation, c'est que maintenant ça légitime toutes les conneries que va dire Hérault auparavant d'ailleurs sur le fait que les Marseillais ont plus de passion que de raison. Toutes les conneries qu'il a dit autour, bah maintenant c'est légitimé par ces actes de violence. Donc en fait, c'est même pire que tout, c'est que maintenant il a les mains libres pour faire ce qu'il veut et continuer dans son délire. Je pense sincèrement qu'il y a quelque part les supporters qui ont fait ça se sont tirés une balle dans le pied. Mais même aller plus loin, je le vois même pas démissionner. Maintenant, il a dit, vous avez vu, j'ai raison, ils ont forcément tort. Pourquoi je démissionnerais? Mais je vois vraiment pas à courte portée, je vois pas ce qui pourrait se passer. Et t'as raison. À plus long en fait, terme, il se fait passer pour on la sait que. victime. Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Il se fait passer pour la victime. T'as raison. T'as totalement. Mais c'est raison. même pire que ça, c'est que en fait, il était déjà en train d'avoir un discours victimaire, si on veut vraiment retourner dans le passé, quand on regarde toutes ses déclarations. Mais là, maintenant, il a la justification. C'est pire que tout. C'est vraiment un suicide. C'est un suicide en bande organisée, si j'osais le dire. C'est vraiment ça. C'est que franchement, moi, je suis désemparé. Je ne comprends pas comment même si c'est pas des groupes supporters officiellement, ils ont annoncé qu'ils allaient manifester de façon individuelle entre guillemets. Mais à quel moment tu te dis c'est la meilleure solution? Je vais tout casser. Mais franchement, il a les mains libres. Quand on sait qu'à long terme, McCourt, il veut se tirer, mais tu veux dire quoi maintenant? T'es investisseur à l'étranger, les péons, ils vont se dire, ah bah c'est super, on comprend l'OM, mais ils voient ça, ils vont se dire, mais on comprend quoi? C'est incroyable. C'est que à court terme, il n'y a rien possible. À long terme, je ne sais même pas qui va acheter. Donc, il reste plus qu'une solution, que ça aille mieux à moyen terme dans une optique de vente encore plus tard. Mais à moyen terme, ça voudrait dire quoi? C'est de faire en sorte que le championnat aille mieux. Et on arrivera sur un débat qu'il n'y a pas ce soir, mais sur les droits TV. En fait, pour moi, c'est peut-être un des tournants de l'OM et dans son histoire même peut-être. On verra bien ce que ça va donner, mais à court terme, il y a pas moi à mon avis, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que ça va impacter toutes les conneries qu'il va avoir après. Et comme il n'y a pas les droits TV, je pense pas qu'il y aura de révolution ni rien, ça va encore plus s'enfoncer. Mais bon. Très bien, merci pour vos avis. On va passer donc au deuxième sujet qui concerne une vision un peu plus terrain, donc qui est sur Rennes, donc du coup qui n'a pas pu jouer donc samedi avec Monaco. Donc la question c'est, est-ce trop tard pour le podium? Pensez-vous que du coup les 3 premiers sont faits, et que peuvent espérer réellement Rennes et que peuvent espérer réellement Rennes et Monaco? Bon, comme tout à l'heure, je vais me lancer en premier, si ça dérange personne. Vas-y. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que Rennes et Monaco, pour le podium, c'est jouable? Alors, je pense que pour Rennes, c'est mort. Mais par contre, Monaco, alors c'est une équipe qui me surprend de jour en jour. Mais depuis la saison, en fait, ils me surprennent que ce soit en positif ou en négatif. On sait qu'ils ont une qualité d'effectif assez conséquente. On sait qu'ils ont des bons joueurs, mais en début de saison, ils avaient un peu du mal. Là, ça commence. Depuis 5 matchs, ils gagnent, ça joue bien. Et pour moi, ils sont totalement capables d'aller chercher le podium. Après, toujours est-il, il faut que Lille ou Lyon s'écroule. Mais concernant Monaco, j'attends de voir quand même dans les gros matchs, parce que là ils ont joué, allez, entre guillemets, des petites équipes ou alors des équipes qui sont en ce moment à la rue, comme Montpellier ou Marseille. Et j'attends de voir contre les grosses équipes s'ils vont être capables de garder cette dynamique et pas retourner dans leur travers. Parce que hormis le match à Paris qui était quand même assez bizarre, je trouve, c'est quand même des défaites contre Rennes, c'est des défaites contre Lyon, c'est des défaites contre Lille. Donc j'attends de les voir dans les gros matchs, mais si dans les gros matchs ils confirment, à mon avis, ils peuvent être 4e sûr, et le podium très très probable. Après, je suis d'accord avec. Ah, oui, vas-y, le gomme. Non, pour un petit peu compléter, après je te donne la parole du coup sur. Salut Phare. On va bientôt parler Ligue 2, du coup. Ton éclairage sera important. Du coup, pour compléter un peu ce qu'on a dit, ils sont un petit peu. Enfin, là, ils restent sur 6 victoires d'affilée. Donc là, la mauvaise période aussi au début de l'année où c'était un peu en dilettante, c'est là où ils ont affronté les gros. Donc maintenant, faut voir
Parce que depuis, justement. depuis fin novembre, en gros, ils n'ont pas perdu. Bah, faut voir, là, ils ont eu 3 défaites d'affilée contre justement Lille, Lens et l'autre, je sais plus qui c'était. Mais ouais, c'est depuis la défaite à Lens 3-0 à domicile qu'ils ont cartonné. Ouais. Mais je sais plus si c'était en novembre ou début décembre, je sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Vas-y, Animal Agressif, du coup, je t'ai coupé. Ouais, non, tout ce que je voulais dire, c'est que j'étais d'accord avec, je suis d'accord avec Sniper sur le fait qu'ils ont besoin de prouver face à un gros. Je dirais même qu'ils ont besoin d'un match référence. Mais en tout cas, en ce qui concerne le podium, pour eux, c'est plus que faisable. Seulement 3 points du podium avec un PSG qui semble vraiment prenable. Et d'ailleurs, Monaco et Paris font partie des raisons pour lesquelles Rennes, à mon avis, n'ira pas sur le podium cette année. Pour revenir à Monaco, voilà, il y a d'excellents joueurs. Il y a le milieu Fofana, Tchouaméni Diop, qui est très bon. Et surtout, ce qui me plaît vraiment, c'est la mentalité de Niko Kovac. Exigeant, il attend de bonnes performances de la part de ses joueurs parce qu'il sait pertinemment qu'ils en sont capables. Vraie mentalité de gagnant. Et rien que là, contre Nantes, le mec te fait des joueurs offensifs alors qu'ils mènent 2-0 face à Nantes qui est à 10, ça veut dire beaucoup. Donc je pense que le podium, ouais, il est fort possible pour eux de l'atteindre, mais il y a besoin de prouver face à un gros et d'avoir un vrai match référence contre une des équipes du podium à l'heure actuelle. D'accord, merci pour ton éclairage. Ouais, globalement, je suis assez d'accord. Vas-y. Je disais, ouais, pour Rennes, pour moi, c'est mort parce que, au-delà du fait, bien sûr, que les 3 plus Monaco devant ont un effectif bien plus garni, Rennes, c'est trop irrégulier, quoi. C'est une équipe qui est capable de vraiment bien jouer, de faire des bons résultats, mais qui derrière est capable de perdre des matchs contre des bas de classés. Et même à domicile, c'est une équipe qui est pas du tout régulière, en fait. Donc ouais, pour Rennes, pour moi, c'est compliqué. Par contre, Monaco, clairement, il y a vraiment une place à faire. Par contre, comme vous avez dit, en fait, il faut qu'ils prouvent par rapport. Pour moi, les matchs contre les 3 premiers sont décisifs, quoi. S'ils arrivent à battre une des 3 équipes, voire les 3, quoi, comme ils ont fait par exemple contre Paris, il y a largement la place parce que un Lille, sachant que le contexte c'est pas super sain non plus, et un Lyon pareil qui peut toujours s'aborder sur quelques matchs, il y a largement la possibilité, quoi. Mais effectivement, il faut qu'ils prouvent contre les gros, quoi. Merci pour ton éclairage. Quelqu'un d'autre veut rajouter un mot? Je suis plutôt d'accord avec vous tous, en fait. Pour moi, Rennes, c'est foutu. Trop irrégulier. Par contre, Monaco, il y a un coup à jouer. Pour moi, le podium, c'est quand même les 3 devant. Pour moi, le podium est quasiment fait. Si ça continue à ce rythme. Monaco aura un coup à jouer, mais ils auront pas 50 possibilités. Il faut pas qu'ils se ratent dans les matchs décisifs, quoi. Mais Rennes, j'y crois pas pour le podium. D'accord, merci. Tout le monde a parlé sur ce sujet-là ou quelqu'un d'autre voter quelque chose, je sais pas. Honnêtement, pour Rennes, on peut s'y attendre déjà qu'ils étaient pas sur le podium, vu la campagne européenne de merde qu'ils ont fait. Ouais. Bon, je veux dire, franchement, c'est un peu, franchement, cette année, c'est vraiment très décevant, je trouve. Rennes. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose de leur part. Je m'attendais vraiment à. Puis ils avaient tenté d'avoir un peu d'ambition quand on y pense, parce qu'ils avaient tenté de prendre des joueurs en prêt, par exemple Danilo, j'ai bien de voir d'ailleurs que la Juve l'a récupéré, enfin ils avaient tenté des coups, mais c'est ridicule, franchement, je te rejoins parce que les mecs, ils recrutent Rugani, le mec il joue pas un match, enfin il vient de la Juve à la base, et c'est une recrue qui est censée leur apporter de l'expérience. Il jouait pas mal avant la Juve, il jouait à Empoli, je crois, il me semble, en Italie. Ça fait un petit moment. La Juve, il était souvent blessé. Après, ils ont. Ouais, mais du coup, tu vois, c'était une recrue qui paraissait sympa pour un club comme Rennes, mais ils le font jamais jouer. Au final, ils préfèrent Da Silva à Garde. Bon, ça a marché au début de saison, ça a marché pendant la période où ils bidaient en Ligue des Champions. Mais je suis pas sûr au final qu'ils utilisent bien leurs joueurs. Enfin, des mecs comme Nzonzi, au final, Nzonzi c'est la tête de gondole de leur projet. C'est un 6. Enfin, c'est pas avec. Enfin, c'est un 6 qui est cramé en gros.
et ils auraient pu peut-être investir leur argent sur un mec. Enfin, en fait, j'ai du mal à voir Rennes avoir une belle évolution dans leur projet, au contraire de Monaco qui font des recrutements cohérents. Et tu vois, enfin Monaco, ils peuvent d'un jour à l'autre, ils peuvent viser le podium, je pense. Alors que Rennes, ils seront premier à 5e, un cercle sans fin. Après Rennes, J'allais dire, pour Monaco, il y a quand même une chose, c'est qu'on sent qu'il y a un vrai collectif à Monaco. Je sais, la patte de l'entraîneur vraiment a très bien marché. Enfin, marche très bien, pardon. Là où Rennes, c'est paradoxal parce qu'on attendait beaucoup du gamin de Stéphane, mais je trouve vraiment qu'il y a moins de liens que l'année passée. Je ne sais pas si c'est un problème d'état d'esprit ou qu'ils ont pris une claque avec justement la compagnie européenne, mais si c'est ça, c'est vraiment encore plus con parce que ça veut dire qu'il y a un problème de mentalité et qu'il y a un mauvais travail de motivation. Enfin, moi, pour un club français qui a des ambitions, je trouve ça lamentable à ce niveau-là. Oui, autant je disais que j'étais déçu, mais là, c'est lamentable alors. Pinot, il a pas mal d'argent. Enfin, il n'investit pas. Il pourrait plus investir. Attention, il y a une différence entre investir et l'engagement que tu mets. Moi, par exemple, si par exemple on me dit, je prends Cristiano Ronaldo, je sais pas quoi, vraiment dans l'absolu, tu sais que c'est des mecs qui vont s'investir à fond. Là, t'as l'impression qu'ils ont pris des types, ils ont pris des types quand même qui avaient une ambition. Ils en avaient presque, je vais pas dire rien à foutre, mais ils n'arrivaient pas à s'intégrer à l'image du joueur qui repart à la Juve. Je sais pas, après il y a peut-être des choses que je connais pas du club, mais à l'inverse Monaco sent vraiment qu'il y a non seulement au-delà du projet, c'est que le collectif est suffisamment bon pour proposer vraiment dans les premières places. Même pour être franc, à titre personnel, je pense que Monaco pourra vraiment être limite sur le podium. C'est malheureux parce que je parle en tant que Lyonnais, mais je sens que Lyon peut peut-être s'effondrer à l'inverse. Parce que là où le collectif a vraiment, enfin Lyon a vraiment des mauvais espaces, par exemple ces temps-ci, tu sens quand même ça joue vraiment sur certaines individualités. Par exemple, on prend Dubois, il a marqué un superbe but, mais c'est tous les 36 du mois en somme. Là où Monaco pourrait être sauvé largement plus sur son collectif et à quelques joueurs clés, et ça peut vraiment aller encore plus loin, je pense. Ils ont encore une marge de progression, je pense, Monaco. C'est bon. Je vais me répéter en disant que je les vois plus sur le podium, mais je les sens plus dans cette lignée-là. Enfin, après, c'est vraiment mon avis là-dessus. Ça marche. Après, moi, je trouve surcoté pas mal Rennes. Hein. Franchement, Rennes, ok, ils ont été en Ligue des Champions, mais tu regardes l'effectif, c'est vraiment pas ouf. Hein. Tu compares par rapport à Monaco. Monaco, ils ont quand même, ils peuvent te sortir un Golovin du banc, un Jovetic. C'est des joueurs, voilà, qui peuvent être titulaires presque dans toutes les équipes, quoi. Rennes, honnêtement, t'as des pépites comme Doku, comme donc bien sûr Kamavinga, mais globalement l'effectif est quand même très moyen, surtout pour un club qui a joué à la Ligue des Champions cette année. Donc quand je dis que j'entends des choses comme quoi c'est lamentable, je pense que c'est un peu trop sévère parce que Rennes, voilà, c'est un bon club de Ligue 1, mais c'est pas un club qui est pour moi dans le top 5, voilà, quoi. Donc de là à dire que voilà, ils sont pas à leur niveau, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ils sont à leur niveau. Ils peuvent faire mieux dans certains domaines, mais pour moi, ils sont à leur place, quoi. On peut pas viser plus haut, ils sont à leur place, quoi. Et Monaco, c'est pareil. Je veux dire, Monaco, ça fait quelques années maintenant que c'est un club qui fait beaucoup de trading. Là, ils ont une année, on va dire, où ça marche bien, mais l'année prochaine, ils peuvent vendre la moitié de leurs joueurs. Donc, et faire un début de saison catastrophique, un peu comme ils l'ont fait cette année, quoi. Donc il faut pas trop s'enflammer non plus, quoi. Monaco ça joue bien en ce moment, mais l'année prochaine. Je pense pas que quelqu'un s'enflamme pour Monaco. On attend de voir justement. Mais pour Rennes, enfin je dis pas ça. Enfin je suis objectif, je dis pas ça en préférant Nantes à Rennes. Mais ils investissent. Enfin il y a quand même des transferts bizarres. Enfin Rafinha, ils auraient pu le garder. Rafinha c'était une recrue super pour Rennes, ils préfèrent le vendre à la dernière journée pour un pari de coup. Au final, il n'a pas donné grand chose jusqu'à présent. J'ai l'impression que Rennes, je sais pas, ils ont peur de passer le palier au-dessus. C'est exactement ça en fait. Moi personnellement, je pensais qu'ils allaient, le fait d'avoir la Ligue des Champions, je pensais que ça allait les faire progresser. Sincèrement, moi j'étais vraiment déçu de Rennes en Ligue des Champions. Ils ont vraiment rien montré. Bon, même si contre Chelsea, ils prennent un but malheureux à la dernière minute, faire que un point
un point, quoi. C'est vraiment très décevant. Après, pour moi, Rennes, ça reste quand même les favoris pour la Ligue Europa. Enfin, je veux dire, si je peux dire ça comme ça, les favoris de la 5e place. Parce que leur mauvais résultat, c'était pendant leur campagne européenne. Avant que, donc en août-septembre, bah, ils étaient leaders, je crois, il me semble, leader ou deuxième derrière Paris. Et ça jouait super bien. Et après, c'est après la campagne européenne, dès que ça s'est terminé, qu'ils se sont remis à bien jouer, faire un mois de décembre de feu. Donc, je suis critique envers Rennes parce que pour moi, ils n'ont pas progressé. Ils ont été décevants en Ligue des Champions. Mais s'ils finissent 5e, j'en attendrai beaucoup de leur campagne européenne en Ligue Europa l'an prochain. Et surtout, Guy Stéphane, c'est pas le même, je crois. C'est un très bon coach. Il a déjà réussi à faire progresser son équipe. Là, ils ont gagné la Coupe de France, ils sont qualifiés, ils sont allés loin en Ligue Europa, ils sont à la Ligue des Champions. Mais maintenant, j'attends vraiment de la considérer parce que ils ont des très bons joueurs et pour moi, c'est pas un club qui dans 2 ans va retrouver le milieu de tableau. Je pense qu'ils peuvent se stabiliser en Ligue 1 pour jouer l'Europe toutes les années, au moins la Ligue Europa. Et j'attends beaucoup d'eux cette fin de saison et surtout pour la Ligue Europa l'an prochain. Mais pour répondre à la clé initiale, le podium, pour moi, c'est mort. Je l'ai déjà dit, mais c'est mort. Voilà. Le Gon, tu es là? Oui, j'ai un problème sur mon premier Discord, donc. J'ai bloqué moi. Mais oui, non, c'est moi qui ai bug. C'est moi qui bug, enfin mon Discord bug. Du coup, on va passer donc au sujet Ligue 2. Donc le sujet. Pardon. Donc le sujet Ligue 2. Donc du coup, on va accueillir donc Far. Salut Far. Salut. Et merci d'être avec nous. Donc, pas de problème. Donc on va parler un petit peu donc de Troyes et de Toulouse qui sont aux 2 premières places de classement si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc mardi, donc demain on a Auxerre Toulouse. Et dimanche, on a un Toulouse qui va à Troyes. Justement, ouais. Voilà, donc. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le titre? On se demande si le titre ne va pas se jouer cette semaine sur ces 2 matchs-là. Alors, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Toulouse parce que la dernière fois qu'on a vraiment parlé de Toulouse, c'était quand même très compliqué. C'était beaucoup de défaites, etc. Je vais même pouvoir te parler de Troyes parce que vu que je suis un peu plus championnat de Ligue 2. Qui était promu. On perd contre Grenoble 5-3, on sort des buts à foison, on n'arrive pas à gagner comme Sochaux à domicile. Donc on commence à réfléchir fortement au fait qu'effectivement il va falloir retrouver la victoire. Et puis il y a eu ce déclic contre Auxerre où on gagne 3-1. Et là, voilà, on a commencé à gagner. Et là, la machine s'est refaite. Depuis ce match-là, Toulouse n'a perdu qu'une seule fois. Donc on est très ravis, tous très contents. Alors c'est quoi la force de Toulouse? C'est pas sa défense parce qu'on n'est pas du tout la meilleure défense du championnat. C'est plutôt son milieu de terrain. Je sais pas si vous avez pas entendu parler avec Branko Vandenboomen, Brecht de Jaegereux et Stijn Sperings. Oui, c'est des noms un peu atypiques, un peu cocasses puisqu'on n'entend pas forcément parler de ce genre de joueurs, mais c'est un milieu de Néerlandais et de Belges qui s'entendent vraiment très bien et qui vraiment jouent à la perfection. Je pense que c'est le meilleur milieu de Ligue 2 sans aucun problème, qui aurait même pu jouer. Je pense qu'avec l'équipe qu'on a cette saison, on aurait pu. On aurait maintenu l'année dernière, mais bon, avec des si on mettrait tout en bouteille, même Paris. Voilà, donc je pense que Toulouse est vraiment bien rodé, que si on n'avait pas fait ce mauvais début de championnat, et puis le mercato n'était pas bien lancé, ben on serait peut-être premier aujourd'hui. Après, si j'ai un autre mot à dire sur 3,
très rapidement, c'est que c'est une équipe, dès la première journée, dès la deuxième journée, je savais que c'était une équipe qui allait jouer le top 3 sans aucun problème. Après, je sais pas s'ils ont les armes pour jouer le titre. Mais pour moi, c'est avec Toulouse les deux équipes qui sont au-dessus. 3, c'est une équipe qui n'est pas forcément très efficace offensivement, mais défensivement, c'est très très solide, avec Clermont d'ailleurs. C'est les deux équipes qui ont une très très bonne défense. On le voit tout de suite, hein, voilà, ils ont 16 buts encaissés, donc c'est vraiment que dalle. Et 3, c'est très très solide. Et puis voilà, c'est des équipes avec Clermont justement où ils ont fait un mercato pas du tout comme celui de Toulouse, donc un mercato plutôt axé avec des joueurs d'expérience français, voire africains, voilà, qui ont l'expérience Ligue 1, Ligue 2, alors que Toulouse, nous, on est plutôt parti sur un mercato, voilà, vous en avez entendu parler, statistique, on cherche plutôt dans les championnats néerlandais, belges, voilà, scandinaves, on est plus dans ces championnats-là actuellement dans notre mercato. Donc ouais, ça promet une belle semaine, donc un match contre Auxerre demain à domicile, et puis contre 3 ça se dégage en jingle. Voilà, ça vient pas de moi. Sur la Ligue 2, ça va être une belle bataille pour savoir qui va remporter le titre. Et ouais, pour moi maintenant, je suis quasiment persuadé, on jouera au pire du pire les playoffs. Mais pour moi, on va monter cette famille. Et Far, j'ai une petite question. Ouais. Je ne sais pas si tu as écouté l'émission de la semaine dernière, mais j'avais soulevé un point. Non. Tu me poses cette question, je te dis ouais, il faut qu'on reste 3 ans, 4 ans en Ligue 2 pour qu'on puisse se reconstruire et tout. Maintenant qu'on voit comment on joue, etc. C'est vrai que peut-être une année de plus en Ligue 2, ça nous aurait peut-être pas fait de mal parce que après, il faut pas que je parle trop vite parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais j'avoue que peut-être une saison en Ligue 2 de plus, ça aurait peut-être pas fait de mal. C'est un peu comme Reims, tu vois, qui était descendu une année, ils ont un peu galéré pour monter, ils avaient fait 7e, et puis après l'année suivante seulement, ils réussissent à monter. Effectivement, on voit que ça leur est plutôt bénéfique. Ils ont joué un tour préliminaire de l'Europa League cette année. Bon, même si cette année, ils jouent plus le maintien, mais ça semble être en bonne voie pour eux. Non, je pas. Alors, c'est à double tranchant, ouais. On est bien content de la direction de Como actuellement, mais on a peur effectivement qu'en Ligue 1, ça s'érode et ouais, voilà. Voilà, et que, parce qu'en fait, l'ambition, c'est de jouer la première partie de tableau, soi-disant quand on serait en Ligue 1. Mais c'est quelque chose de très compliqué quand on voit les équipes. Oui, après, il y a des équipes qui sont en Ligue 1 qui méritent pas d'être en Ligue 1, ça je dis pas l'inverse. Ouais, bah après, là, on parle de Toulouse et voilà. C'est ok, niveau sportif, niveau résultat en ce moment, c'est bien. Ils vont sûrement peut-être monter. Mais est-ce qu'après, derrière, le club est assez solide pour en tout cas, financièrement, c'est le cas. Si c'est déjà financièrement, c'est le cas. Cette année, on a un budget de 35 millions en Ligue 2. C'est pas mal. C'est fou ça. Une descente en pleine période de Covid et t'as 35 millions de budget. Donc voilà. Donc on est à 35. Non, c'est juste qu'en fait, il suffit de voir le mercato. On a beaucoup de prêts. Donc tous les gros salaires sont partis. Gradel 200 000 euros par mois, ça dégage. Tu vois, il y a des gros salaires qui partent comme ça. Dosevi 120 000, Sangaré 100 000. Ok, bon. Voilà, t'as plein de gros salaires qui partent comme ça. Et puis il y a eu l'aide à la relégation, entre 15 et 17 millions d'euros. Donc, je savais même pas que ça existait. Voilà. L'aide à la relégation. C'est la carte qui. C'est ça. C'est. Voilà, mais pour donner une idée, en fait, c'est proportionnel à ton nombre d'années en Ligue 1. Donc, nous, comme on était resté 17 ans, ça nous a donné 17 millions. D'accord. Et Amiens, 2 ou 3 ans, et ils ont eu 3-4 millions. Moi, si je peux juste dire un mot sur la Ligue 2, Phare. Oui, vas-y. Si Toulouse, vous pouvez remonter directement, il faut le faire, en fait. Parce que la Ligue 2, t'as une paire d'équipes présentes en Ligue 2 cette année. Hein. Je vais te citer Auxerre, je vais te citer
Sochaux, oui. Petit et Guingamp qui ont connu descente. Et le plus, c'est ils sont jamais relevés. Et moi, je pense que si Toulouse peut remonter directement, ça je pense que ça mangera pas de temps. Tu prends Sochaux, comme je dis, ils sont dans une situation de ça fait combien de temps qu'ils sont en Ligue 2 historique 6 ans depuis 2014. Tu prends Nancy qui était en Ligue 1 depuis 5-6 ans, ils sont descendus. Ce match, ça joue le maintien pour une descente nationale. Tu prends Guingamp cette année, c'est très mytho. Non, Toulouse peut se donner les moyens de monter. Tu m'enlever deux saisons dans Ligue 1. Ouais, quitte à faire un maintien du cul ou une connerie. Il vaut mieux jouer le match en Ligue 1. Juste très rapidement de notre équipe, Grenoble, Serre, Paris, les problèmes de ces équipes-là, pourquoi elles sont un peu derrière nous et qui a négocié 7, 8 points parfois avec Toulouse ou 3, et bien en fait c'est juste à cause de leur profondeur de banc. C'est des équipes qui malheureusement basent énormément sur un 11 titulaire. Et après le moment où il y a des suspendus ou des laissés, c'est alors que 13-14 joueurs qui jouent. Exactement. Alors que 3 et Toulouse ont un banc. Justement, où il y a souvent des joueurs qui tournent, etc. C'est la différence aussi qui fait que ces deux équipes-là sont pour moi devant aujourd'hui. Voilà, c'est le dernier truc que j'aurais à dire sur la Ligue 2. Merci pour ton expertise. Comme ça, Pascal Duprat, ça joue comment? Apparemment, il devait remonter en Ça Ligue 2 joue... c'est très défensif comme jeu. Assez défensif. En fait, essaye de t'imaginer Toulouse justement dans les dernières années au moment où on a essayé de remonter, vous vous rappelez, contre Reims, et puis qu'on a fait ce match à Angers. Et c'est un peu le même style de jeu, c'est-à-dire un style de jeu où on essaie de tout reposer sur les attaquants et puis d'être solide derrière, quoi. Y a pas de milieu, quoi. En gros, voilà. On balance devant en espérant que les attaquants la jouent pivot, déviation, Jessie Demengue, Bamou, tu vois. Et c'est une équipe, tu vois, Yacine Bamou n'est plus là, hop, on fait que perdre. Vous voyez? Voilà. Ouais, après c'est Pour te donner une idée. De toute façon. Comment? Duprat, c'est souvent pas très glorieux. Ah oui, tactiquement. C'est un meneur d'hommes, c'est pas un entraîneur. On l'a vu, hein. Regarde, il suffit de voir avec ce qu'il a fait à Toulouse et puis la saison suivante, il se rate, mais alors qu'il a grave les moyens de faire une belle saison, il se rate pas au début. Hein. Je me rappelle qu'au début. Il se rate pas au début et après. C'était assez fou d'ailleurs. Exact. 10 premiers matchs géniaux et après les 28 autres où on finit 19e au classement, quoi. En gros, tu prends les 28 derniers matchs de Ligue 1 cette saison-là, on est 19e. Voilà. Donc. Voilà, c'est le style de jeu de Duprat. Voilà, c'est pour répondre à ta question, c'est ça. En tout cas, bonne chance à Toulouse, mais attention à pas faire l'effet ascenseur. Mais voilà, exact. Ouais, bon. Ouais. D'ailleurs, quand tu parles d'ascenseur, 3 c'est le meilleur exemple. Oui. C'est l'ascenseur. Là, justement, comme je disais la semaine dernière, faut voir avec leurs nouveaux investisseurs Citizen ce qu'ils veulent faire. Oui, voilà. C'est la 3e année où ils sont en Ligue 2. Justement, ils ont un peu posé les fondations pour effectivement l'année prochaine avoir une équipe potable en Ligue 1 pour se maintenir. Et en plus, justement, avec les nouveaux moyens financiers. Je réponds très vite à Lynch. Je ne voyais pas forcément Strasbourg descendre au début de l'année. J'ai dit que Strasbourg avait, au début de l'année, c'était la vérité, un des plus mauvais jeux de Ligue 1. Voilà. C'est ça, je vous l'avais dit. Voilà. Oh, t'inquiète, descendre. Pas de Lynch. Mais bien meilleur que Saint-Etienne, bien évidemment. ou que Nantes, hein, d'ailleurs. Parce qu'on en a pas trop parlé dans le premier. Oui, alors Nantes, Nantes, c'est très faiblard. C'est très faiblard. C'est assez faiblard. Mais justement, moi je pense que il y aura pas d'ascenseur réellement. Moi, si par exemple que ce soit Toulouse qui monte. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas d'ascenseur parce qu'il y a une place de titulaire à choper. Comme ces deux clubs historiques sont Nantes et la SSE ont vraiment des grosses difficultés, on peut imaginer que ça va tout décaler s'il y en a un des deux qui descend. Ça peut vraiment décaler et tu peux limite avoir, entre guillemets, une place de club permanent. Parce que de toute façon, ils sont tellement dans la merde qu'ils vont mettre plusieurs années sans doute à se relancer en Ligue 2. Je pense que il y a vraiment des bons coups à jouer pour les clubs qui postulent pour la Ligue 1, franchement. D'accord. Merci pour ces sujets, du coup, Ligue 1, Ligue 2 à tous. Et on va passer donc du coup à la première ligue.
Et donc pour la première ligue, donc le sujet, on va parler donc du coup de Manchester City, qui détient entre autres le club de Troyes. Et donc du coup les Citizens qui ont désormais 3 points d'avance sur United et avec un match en moins, et donc 7 sur Liverpool. Donc la question du jour, c'est City est-il déjà champion? Un expert de la première ligue, donc on va pas commencer par toi, Animal Agressif, si tu veux bien. Que penses-tu que que City est déjà champion? Non. La réponse est non. Alors avant toute chose, j'aimerais aborder le fait que déjà je suis vraiment très enthousiaste là par rapport à la suite de la saison, parce qu'il y a plusieurs clubs qui reviennent vraiment bien et qui peuvent donc absolument tout chambouler. Donc je vais les traiter rapidement au cas par cas plus tard. Mais d'abord, je vais aborder le sujet de Manchester City, qui est en partie aussi responsable de cet enthousiasme retrouvé que j'ai en ce moment. Donc dans les faits, oui, City reste le meilleur concurrent au titre. Je trouve que là, pour le coup, Guardiola est vraiment un entraîneur, on peut dire ce qu'on veut de lui. Il a fait un truc incroyable, c'est qu'il a réussi à réinventer Manchester City. Pour le coup, Manchester City, c'est vraiment une équipe dont on vantait les qualités offensives, et ça, c'est depuis des années. Et là, il a réussi à transformer Manchester City et faire de cette équipe une équipe vraiment plus solide derrière, au profit d'une attaque peut-être un peu moins performante, mais qui fait toujours le travail. Et là, c'est surtout il y a une défense retrouvée à Manchester City qui est vraiment impressionnante. Dynamique de fou furieux. Je crois que c'est 8 victoires consécutives en Première Ligue là à l'heure actuelle. Donc ils sont vraiment très forts. Maintenant, je me pose encore un peu de questions par rapport à la manière de Guardiola de gérer son effectif. Parce que par exemple là c'était Guardiola, pour ceux qui savent pas, un des premiers à se plaindre du fait que en Première Ligue on pouvait pas faire 5 changements pendant un match. Et pour le coup, par exemple, contre Sheffield, son équipe galérait. Il a fait un seul changement qui était à la 81e minute, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez contradictoire comme discours, et je me demande comment par la suite il va gérer par exemple le cas de Mahrez qui tape le banc alors que bon voilà, on sait qu'il a quand même un talent fou. Et je pense que peut-être ce qui pourra poser le plus de problèmes à City, c'est le fait de cramer son effectif comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des réserves sur le banc, et donc oui, il reste le meilleur concurrent au titre cette saison. Mais derrière, ce qui est fou en Première Ligue, cette saison, c'est de voir que même jusqu'à la 10e place, il y a des clubs qui peuvent venir tout chambouler. Alors déjà, il y a de la 10e à la 8e place. Donc Arsenal, Villa est une vraie bonne forme en ce moment. Villa, 2 matchs en retard, tout comme Everton d'ailleurs. Les deux proposent un jeu vraiment intéressant. Chelsea, bah là c'est l'interrogation, parce que bon, j'aimerais bien les considérer comme un prétendant, mais bon, le problème c'est trop tôt pour les juger, même si contre Burnley c'était vraiment très encourageant. Il y a vraiment une dynamique qui est retrouvée depuis que Tuchel est arrivé au club. Il a tenté de donner sa chance à chacun des joueurs de l'effectif afin de retrouver une cohésion. C'est ce qui manquait beaucoup apparemment au club, donc très satisfait à ce niveau-là. Maintenant, on pourra juger le Chelsea de Tuchel que à partir du match contre Tottenham, donc jeudi, et Tottenham justement qui pour le coup par contre est dans la tourmente. Donc le jeu ne suit pas. Pourtant ils ont essayé de changer, d'être plus offensif contre Liverpool, mais le problème c'est que ça n'a absolument pas pris. On sent les limites de la Kane-Son dépendance. D'ailleurs Kane, en plus de ça, qui est blessé, qui est out pour plusieurs semaines, tout comme Reguilon, la nouvelle recrue. Donc ça va faire beaucoup de mal à Tottenham et à José Mourinho. Donc reste maintenant les quatre derniers. Donc West Ham, pour le coup, je suis très content de ce que fait David Moyes à West Ham. Il a vraiment réussi à recréer quelque chose pour ce club historique de Première Ligue, et très satisfaisant. En plus, pour le coup, il s'est fait tellement chier dessus après son passage raté à Manchester United, que là, voir qu'il arrive même à montrer qu'il est un entraîneur important de Première Ligue, comme il a pu l'être quand il était
quand il était à Everton, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc cela déjà on peut les aider pour la course au titre. Reste Leicester résultat trop fragmenté, et on a encore eu un exemple là ce week-end contre Leeds. Ça peut très rapidement se casser la gueule avec la Vardy dépendance et le fait que Ayoze Perez soit absolument au niveau pour cette équipe. Et là il nous reste deux gladiateurs en position de Manchester City, à savoir Man United Liverpool. United, j'y crois pas, pour la simple et bonne raison que Solskjaer essaie de jouer les petits bras, et c'est problématique pour un club comme United. J'ai pas la sensation qu'il donne à son équipe nécessaire pour aller chercher des victoires. Ça a été Rafael où il a dit qu'il était satisfait du match nul, que ce n'est pas bon de rebondir après la défaite face à Sheffield. Je trouve qu'il a une mentalité vraiment moi qui me déçoit beaucoup, qui ne convient absolument pas du club. En plus, c'était tous Ferguson ne l'est pas en conférence. Solskjaer aime beaucoup le citer, mais Ferguson pour remonter dans le chemin, et United c'est voilà deuxième. C'est en 3 points d'écart avec City, mais qu'une victoire face à une équipe du Big Six. Et pour gagner de Premier League, il faut aller justement gagner ce match-là contre le United. Il reste Diatan qui doit poule qui est très très bien. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de doutes autour de Liverpool. Et le dernier résultat qui n'était pas terrible, le fait que le fameux record d'invincibilité de tombe face à Burnley. Et ça revient bien. Klopp a toujours été confiant envers son équipe. Ils enchaînent 2 victoires très convaincantes face à Tottenham et West Ham, et il y a une vraie alchimie qui est en train de se créer entre Thiago Alcantara et Wijnaldum. Alcantara qui commence un peu à devenir un homme de l'ombre vraiment très très efficace, et l'alchimie entre les deux elle commence à prendre. Donc avec le 4-2-4 qu'a aligné Klopp ce week-end, ils arrivent à vraiment mettre l'équipe dans le bon sens, et ils permettent même à Alexander Arnold de faire quasiment un travail d'ailier comme il a pu le faire à l'époque, et d'apporter une plus-value offensive vraiment phénoménale. Et même derrière, il y a l'explosion de Nathaniel Phillips, complètement sorti de nulle part, et qui a tiré son épingle du jeu après toutes les blessures que Liverpool s'est pris dans la gueule à partir du mois de décembre. Donc vraiment, je pense City a toujours du souci à se faire. La saison est très loin d'être terminée. Même s'ils sont meilleurs concurrents au titre à l'heure actuelle, je mettrais vraiment bien une pièce sur Liverpool pour les accrocher. Et ce, même si à l'heure actuelle il y a encore des points de retard, mais là, si je dis pas de bêtises, il y a le Liverpool-Manchester City ce week-end qui va vraiment. 17h30. Ouais, il va être très très intéressant à suivre celui-là, et il pourra peut-être nous donner une indication plus précise de qui pourra être le potentiel champion de cette première ligue qui est vraiment complètement folle cette année. Merci pour ton analyse qui a balayé donc les 8 premiers du championnat. Sur Twitch, on a Golazzo qui nous dit que le niveau cette année est vraiment nivelé, donc un peu il reprend ce que tu as dit, vers le bas, parce que United est deuxième, ça en est la preuve. Donc après, c'est peut-être un supporter de Liverpool. Il n'a pas tort, de toute façon. Il n'est pas non plus. Non, franchement, il n'a pas tort, là. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, dit comme ça. Mais en soi, en même temps. Non, franchement, c'est pas dur. Moi, je suis d'accord. On parle de Manchester United qui finit 3e de sa poule, qui va en Europa League, quand même, qui est 2e. C'est vrai. Du coup, les autres, quelque chose à ajouter? Ils ont pas un match en plus. City a un match en retard contre Everton. Oui, ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont potentiellement 6 points d'avance sur United, qui a 1 point d'avance sur Liverpool, si je dis pas de bêtises. Je suis d'accord. Oui, j'ai un problème sur Twitch, mais là ça. Allô? Normalement c'est réglé. Ouais, ça bug là, non? Tout le monde bug. Je t'entends pas du tout, Sniper. À l'image, je t'entends, mais Sniper, je t'entends pas très bien. Là, c'est bon. Là, tu m'entends? Là, c'est bon, tu m'entends? Allô? Rangon, ça coupe de fou. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi ça coupe aujourd'hui. Tout à l'heure, quand t'as fait les réglages. Mais normalement, c'était bon, mais là, je sais pas trop. On va passer à. Là, ça a l'air d'aller mieux. Là. On va passer à la Serie A, si vous le voulez bien. Ouais. Merci Animal, hein, franchement c'était constructif. Ouais, intéressant.
Merci à vous. Intéressant. Si le jingle veut bien se lancer, bon c'est pas grave, il n'y a pas de jingle. Du coup, on va parler donc de la Juventus Turin, qui est actuellement 4e au classement, si je dis pas de bêtises. Et la question, c'est est-ce que la Juve peut le faire? C'est-à-dire rattraper son retard sur le Milan et sur l'Inter. Pensez-vous que c'est possible que la Juve le fasse? Moi, je suis persuadé que oui, parce que le Milan, déjà, je pense que le Milan, c'est une équipe qui a du mal contre les grosses équipes cette année. Ils avaient fait une match nul contre la Roma à la deuxième journée, je crois, 2-2 ou 3-3. Et la Roma les avait dominé tout le long du match, gagné en mode hold-up avec très peu d'occasions contre l'Inter, San Siro avec un péno d'Ibra, il me semble. Ils se sont pris deux raclées une grosse défaite contre la Juve et une raclée contre l'Atalanta. Donc je pense que sur la phase retour, Milan ils vont montrer ses limites à mon avis. Ils ont un effectif qui au final n'est pas si impressionnant. Mais ceux qui me font le plus peur, c'est l'Inter. J'ai l'impression que l'Inter il commence à vraiment à revenir. Ils sont déterminés là, à vouloir gagner le titre. Ils savent très bien que s'ils gagnent pas le titre cette année, leur saison sera un échec. Pour moi, je pense que l'Inter sera le principal concurrent de la Juve et il faut pas que la Juve commence à être nul contre Crotone ou je ne sais quoi. Contre la défaite face à la Fiorentina où ils perdent 3-0 et ils perdent 3 points de façon bête. Je pense que il faut. Donc pour l'instant, tu restes convaincu que la Juve va rattraper ses 5 points. C'est 5 points, je crois, de retard. Sur le Milan. En fait, avec un match en moins. Je suis assez pessimiste pour le Milan, en fait. C'est plus ça que la Juve. Là, ils doivent jouer contre Naples en plus, non? Oui, c'est ça. Et Naples, c'est pas simple. En ce moment, ils viennent de battre Vérone. Ils ont perdu la semaine dernière, je crois, mais la Juve cette année contre les grosses équipes à part le Milan. Je sais pas trop, mais je pense pas Il y a une défaite quand même contre l'Inter il y a 2 semaines qui va peut-être laisser des traces aussi dans la différence de but particulière. Ça peut compter. Hein. Puis défensivement, la Juve est pas toujours top. Et Lozano, contre Naples, Lozano sur les côtés, il fait du mal depuis le début de la saison. Donc à voir. Mais je pense que ça peut jouer le podium. Après le titre, ils ont pris pas mal de retard sur le début de saison. Il faudra une grosse deuxième partie de saison. Mais c'est une saison très indécise pour le moment. Là, pour le coup, la Serie A, c'est un peu comme la première ligue. Là, je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas tous les gros vraiment à ce niveau-là, quoi. Tu vois même la Lazio qui s'est replacée. Naples, qui l'année dernière avait un peu galéré, là cette année, ils sont sur le coup quand même, ils reviennent bien. T'as la AS Roma aussi qui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Personne n'en parle de la AS Roma. Personne n'en parle. Il y a eu l'histoire. Il y a eu l'histoire avec en couple là. Voilà, on n'en parle que pour ça. Ouais, alors que au final, ils sont 3e quoi. Ils sont même devant la Juve. Hein, donc, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça va être une bataille à 4 pour le titre. Ouais, t'as Mkhitaryan qui est incroyable cette année. 9 buts, puis pas décisif depuis le début de saison. Ouais. Mais incroyable cette saison. Puis même Borja Mayoral, le mec de Madrid, qui était censé être un bide, Madrid qui a préféré garder Jovic que Mayoral. Au final, il marque depuis 3-4 matchs, il marque régulièrement. C'est une belle recrue aussi. Ouais. Sauf que ils ont mis Dzeko dehors là, il va partir. Donc non, c'est pour le coup cette année, je pense que c'est super indécis quoi. Parce que la Juve a quand même un peu de retard. Ils ont déjà perdu contre l'Inter. Ils ont un match justement contre le Napoli où
on sait pas ce que ça va donner, quoi. Déjà le match de coupe qui était super serré il y a quelques semaines. Donc pour le coup, je trouve ça assez indécis. Après la Juve, ça reste la Juve, quoi. Ils ont pour moi un effectif bien meilleur que ses concurrents. Ils ont Ronaldo, qui peut marquer à tout moment. Du coup, bien sûr, ils vont être pas loin de la première place, mais je pense que ça va être très serré jusqu'au dernier moment, quoi. Un peu comme l'année dernière, sauf à la fin où la Juve a déroulé, mais l'année dernière c'était quand même assez indécis. Et je pense que cette année ça va l'être, mais encore plus, quoi. Puis il y a un beau test mardi en Coupe d'Italie contre Juve-Inter en demi-finale aller, je crois. Ça peut être sympa de voir laquelle des deux équipes est la meilleure au final. Il y a aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès défensivement, et c'est pas pour rien. Il y a Chiellini qui est revenu et qui fait un taf monstrueux. J'aimerais beaucoup qu'il soit associé à De Ligt plutôt que Bonucci. De Ligt, il a vraiment une bonne marge de progression, et ça éviterait à l'avenir les grosses bourdes de Bonucci. Mais ouais, les prochains matchs là, dont celui contre Naples, vont vraiment être déterminants. Ça va être très très intéressant à suivre. On a une question intéressante sur Twitch, toujours de Golazzo l'émission. En cette année, vous ne trouvez pas que le niveau général des championnats est en baisse techniquement et tactiquement et physiquement, pardon? Physiquement, c'est sûr. J'avais vu une stat comme quoi ça courait beaucoup moins. C'est genre sur chaque équipe, ils avaient vu par championnat, je crois, ou par équipe, ils avaient vu le nombre de kilomètres parcourus, c'était beaucoup moins que les années précédentes, mais ça c'est normal, quoi, parce que voilà, t'as le contexte. Et après, techniquement, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que là, voilà, quand on a en première ligue, que ce soit en première ligue, en Serie A, on a quand même le retour de tous les gros clubs qui sont devant, quoi. On a des équipes comme par exemple, si je regarde sur la Serie A, comme l'Atalanta qui confirme récemment, même si là ils sont un peu moins bien. Là, ça fait quelques années, franchement, qu'ils produisent du beau jeu, qui confirment, voilà, quoi. Et donc, je trouve pas que le niveau technique a baissé. Après, physique, bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Très bien, merci. On va passer donc à la Liga. Et donc pour la Liga, donc on va parler de l'Atlético Madrid, qui est premier avec 10 points d'avance et un match en plus à jouer. Pensez-vous que l'Atlético est d'ores et déjà champion d'Espagne? Pour moi, je pense que oui, parce que je pense que oui, ils ont trop d'avance déjà sur les deux autres équipes. La Liga, c'est un championnat où, allez, je dirais jusqu'à la 11e place. En dessous, c'est vraiment des équipes qui sont très faibles, quoi. Et au-dessus, t'as des équipes quand même assez moyennes. T'as vraiment, on va dire, 6-7 équipes qui entre guillemets ont un niveau à peu près homogène. Voilà, quoi. Même s'ils perdent leur confrontation contre le Barça et le Real, au final, ils auront quand même des points d'avance. Ils ont un Suarez en feu, ils ont un banc, ils ont une défense incroyable. Cette année, pour le coup, avec Suarez, ils ont une attaque vraiment très efficace. À moins qu'il vraiment il y ait un cataclysme, et je les vois pas perdre. Et surtout, en fait, le Barça et le Real, pour le coup, qui ont un niveau de jeu vraiment là, très laborieux, quoi. Le Real, voilà, le dernier match, il fallait regarder, c'est vraiment pas ça. Le Barça, c'est sur une très bonne série, mais tu sens que dans le jeu, quand même, c'est pas flamboyant. En plus, t'as le contexte, voilà, qui est catastrophique. Là, toutes les révélations qu'il y a eu sur le contrat de Messi, t'as la course à la présidentielle. Tu sens que c'est pas un club qui est uni, quoi. C'est un club où, voilà, chacun peut chercher ses intérêts. Il y en a qui cherchent à nuire le club, là, très clairement. Et voilà, quoi. À côté, t'as l'Atlético qui est sain, qui est solide. Voilà, moi je vois pas comment le Real ou Barça ou une autre équipe peuvent les titiller, quoi.
En plus, il faut citer le fait aussi que le Barça s'est vraiment foutu une balle dans le pied phénoménale en lâchant Suarez comme ça à un concurrent direct. C'est vraiment une énorme connerie. Après, Suarez, c'est vrai que sa dernière saison n'était pas exceptionnelle, mais là, c'est clair, de là ils l'ont jeté, quoi. Il est parti gratuit, ils l'ont dégagé comme un malpropre, surtout pour renforcer un concurrent. Voilà ce que ça donne, quoi. C'est le meilleur buteur, il va finir Pichichi sûrement. Voilà, quoi. Il a réussi à retrouver quasiment son niveau qu'il avait, du moins son style de jeu qu'il avait à Liverpool. Ouais, je suis d'accord, ouais. Bah, son coup franc. Ouais. Il est terrible. Et puis après aussi, ils ont un peu de baraka, l'Atlético, enfin, ça se provoque, mais je crois que contre Alaves, Suarez marque le but de la victoire à la dernière minute. Là, Cadiz, ils ont l'occasion d'égaliser ce week-end. Enfin, une tête c'est Negredo, mais Negredo, il fait une tête, je crois, et Oblak sort un super arrêt ça aurait pu faire 3-3. Après ça, Coquelier marque sur une contre-attaque. Donc il reste sur 8 victoires d'affilée, donc ils sont sur une super série. Le Real a perdu ce week-end, le Real sera pas avec. Enfin, Zidane, l'absence de Zidane fait du mal au Real, j'ai l'impression aussi. Donc tout est bénéfique pour l'Atlético en ce moment, à voir si ça continue. Mais je pense que même quand ils jouent pas bien, ils finissent par gagner, donc c'est un bon signe de ça. On a une question Même s'il commence à intéressante s'écrouler. sur. Ouais, vas-y, après je te laisserai finir. Non, mais attention, c'est vraiment très rapide. Vas-y. Parce que vous avez vraiment tout dit, mais même s'il commence à s'écrouler, qu'il commence à faire des matchs nuls par-ci par-là, vu que derrière ça suit pas et que ils ont virtuellement 13 points d'avance, pour répondre à la question initiale, le titre c'est à 95% fait, quoi. Je vois vraiment pas comment c'est possible qu'ils peuvent le lâcher. À moins peut-être que si admettons ils vont aussi loin en Ligue des Champions et qu'ils commencent à vouloir se concentrer un peu plus sur enfin la gagner et qu'ils perdent des points derrière et que le Real ou le Barça gagnent tout. Sinon non, c'est impossible pour moi. Ouais, ça fait beaucoup de si, quoi. Ça fait beaucoup de si. Et comme disait Guren, en plus ils ont la réussite sur certains matchs. Toutes les planètes sont alignées en fait. Vraiment, c'est incroyable cette année. Même quand ils perdent contre le Real, on se dit ah ça y est, la roue va tourner. Et finalement non, derrière le Real perd et eux du coup ils reprennent leurs 3 points qu'ils avaient perdus. Cette année c'est vraiment impossible pour moi qu'ils perdent le titre, quoi. Ça serait vraiment incroyable. Le pire c'est que Griezmann se casse, l'Atlético va enfin regagner quelque chose. C'est ça. Et Suarez de jeter entre guillemets comme un malpropre qui prend sa revanche comme jamais, quoi. En vrai, c'est beau, hein, franchement. C'est une belle histoire. Donc, on avait une question intéressante sur le fil du Discord. Du coup, que pensez-vous de la saison de Thomas Lemar? Alors là, honnêtement, je suis pas du tout sa saison, donc je saurais pas dire moi perso. Ok. Les autres, non. Moi, je vais un peu en parler parce que du coup, je regarde un peu plus l'Atlético par rapport aux autres années que d'habitude. Il a changé de poste en fait. Il joue plus sur un côté. Enfin, déjà, l'Atlético joue plus exactement dans le même système de jeu qu'ils ont longtemps joué en 4-4-2. Donc, il joue plus dans une sorte de 3-5-2 en fait avec Carrasco qui est piston droit ou gauche. Et Lemar qui est dans une position beaucoup plus axiale, donc il a une influence, il touche plus le ballon, il doit faire des efforts défensifs, mais il les fait pas dans le vent en fait, il est souvent à proximité du ballon. Et du coup, ce système de jeu-là lui convient mieux. Il a aussi joué parfois un peu plus haut à la place de Joao Félix. Et c'est vrai qu'aussi au niveau des stats, il stat plus quoi. Et donc il a plus de minutes jouées aussi cette saison-là. Il avait lui-même aussi admis que avec Simeone au début c'était un peu compliqué dans ce qu'il lui demandait. Il avait du mal à savoir ce qu'il lui demandait et que maintenant il assimile beaucoup plus. Il est un joueur beaucoup plus complet aussi. Il avait reconnu qu'il avait gagné en sa palette de jeu. Et en plus avec l'objectif de l'Euro 2020 qui aura lieu en 2021, du coup ça
ça a un petit peu accéléré les choses pour sa motivation. Mais toi qui suis du coup un peu l'Atlético, enfin du moins cette année, est-ce que par rapport aux autres années, leur jeu a changé? Parce qu'on connaissait l'Atlético, équipe très solide défensivement et qui sait jouer les contres à la perfection. Est-ce que du coup, là, le fait qu'ils ont autant de points d'avance, c'est parce qu'ils ont changé leur système de jeu, que si Simeone s'est un peu réinventé, ou ils ont gardé leur même jeu et c'est que ça marche comme en 2014, quoi? Il y a une tentative un petit peu de modifier le système de jeu dans l'approche dans le jeu au début de la saison, où ils avaient une philosophie beaucoup plus positive, ils jouaient plus haut sur le terrain, ils avaient essayé d'avoir plus le ballon. Puis après, ils sont vite revenus à des choses plus terre à terre et classiques. Et là, actuellement, il y a beaucoup de victoires où c'est un petit peu à l'arrache face à Atlético, quoi. Mais comme les autres, le Real et le Barça, ont vraiment aucune certitude. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un très bon match et le match d'après c'est complètement à côté. Cette accumulation-là fait qu'ils prennent plus de... Et comme aussi, c'est une équipe qui est un petit peu... qui bénéficie un petit peu du Covid, parce que comme c'est une équipe qui est très, très axée sur le physique, eux, ils ont la préparation que certains n'ont pas. Et donc, du coup, par rapport à d'autres années, ils sont un petit peu avantagés à ce niveau-là. Ok, ouais. Donc, il y a toujours la patte Simeone. Mais ouais, je pense que ça changera jamais, ça. Ouais, c'est possible. Après, Ok, merci. ils ont un gardien incroyable. Hein. Pour moi, le meilleur gardien du monde. Donc, on va passer à la Bundesliga, si vous le voulez bien. Voyez-vous que vous voulez dire quelque chose? Non, j'ai juste parce que... Moi, je voulais juste dire que l'absence de Ramos fait sentir au Real. Ouais, le Real, on en a parlé un peu la semaine dernière, on en reparlera, je pense, une prochaine fois. Donc du coup, en fait, on va parler un petit peu de Leipzig cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si vous regardez un petit peu la Bundesliga, mais Leipzig, du coup, est deuxième au classement, à 7 points du Bayern. Et en fait, la question, ça s'oriente, vu que du coup, en Ligue des Champions, ça risque d'être... Enfin, en championnat, ça risque d'être compliqué de rattraper le Bayern. On va plus regarder côté Ligue des Champions, et la question, c'est... Leipzig peut-il le faire, du coup? Peut-il sortir donc Liverpool sur un match? Alors, je sais pas, est-ce que vous regardez un petit peu la Bundesliga ou pas du tout? Ouais, moi je regarde un peu, ouais. Alors, que penses-tu de la saison de Leipzig? Est-ce que tu es un peu déçu? Est-ce que tu crois en eux pour faire quelque chose? Pour le coup, vu qu'on a pas mal vanté la Serie A et un peu de la Première Ligue, pour le coup, moi je trouve que la Bundes cette année, elle a pas mal régressé. C'est-à-dire qu'on a un Dortmund qui clairement est pas bon. Après bon, ils ont eu un changement d'entraîneur. On a dit cette saison sera un peu une saison de transition. On a des équipes comme Wolfsburg, Francfort, voilà, qui sont quand même des équipes, on va dire niveau Europa League, mais qui jouent clairement la Ligue des Champions cette année. Donc il y a quand même un petit problème, quoi. T'as des équipes comme l'Union Berlin qui est un premier, je crois, qu'on retrouve devant. Voilà, quoi. Les équipes sont vraiment pas au niveau. T'as un Bayern qui a eu une période de creux, clairement, mais ils ont 7 points d'avance, quoi, sur Leipzig, qui est à peu près le seul concurrent du Bayern, mais il me semble le match qu'ils ont fait en phase aller, ils se sont fait éclater, je crois, hein, de souvenir. Il y avait 3-3 exactement, je crois. Ils avaient fait 3-3, c'est pour ça que non, je confonds avec peut-être l'année dernière. Mais c'était la période où le Bayern n'était pas très flamboyant. C'est pour ça qu'on peut être un peu déçu des 7 points de retard, parce qu'en fait, quand tu tiens en échec ton plus gros concurrent qui a une période de moins bien, tu dois aussi, après 2-3 ans à jouer les 2 premières places, être en capacité de faire plus dans le jeu, quoi. Et effectivement, c'est vrai que moi, du coup, je les regarde un petit peu, puisque je regarde un petit peu de temps en temps la Bundesliga, et que j'aime bien ce que fait Nagelsmann en général. Je trouve que c'est un petit peu décevant offensivement, en fait. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé avec Patrick Schick, s'il coûtait trop cher ou pas assez cher.
Mais du coup, en fait, là, il y a un vrai manque de vent depuis le départ de Timo Werner. Pourtant, je suis pas fan absolu de Werner, mais c'était vraiment leur, euh, leur valeur ajoutée, en fait. Et maintenant, enfin, Poulsen, il est gentil, mais bon, C'est pas génial. Sorloth le problème, non? Et il est pas venu, Sorloth, effectivement, il a été recruté, mais il vient de Turquie, donc il était aussi pisté par l'OL, mais Sorloth, il est pour l'instant quand même très très décevant. Il influe peu sur le jeu, il n'est pas forcément toujours titulaire, c'est compliqué. C'est marrant que ça soit offensivement qu'ils ont du mal, alors que l'an dernier, c'était tout l'inverse, quoi. Oui. C'était Ouais. défensivement qu'ils étaient très souvent à la rue. Bah, je sais pas, du coup, le Gond, si tu te rappelles des 2 buts qu'on a marqués contre eux en poule de Ligue des Champions au match aller, c'était vraiment 2 cadeaux de leur part. Mais par contre, offensivement, c'était le feu. Et ouais, c'est marrant que un joueur parte et qu'ils ont autant de mal offensivement. Après, il y a Upamecano qui a vraiment haussé son niveau, quoi. Par rapport, c'était quoi, il y a 2 ans, Lyon. L'an dernier. C'était l'an dernier, ouais. L'an dernier, Voilà, ils font quoi. demi-Ligue des Champions. Bah ouais, parce que t'avais vraiment, défensivement, ils étaient très solides, ils avaient des joueurs vraiment très intéressants. Ils ont recruté le fils Kluivert justement pour. Ouais, lui, il est pas trop mal, mais c'est pas un vrai avant-centre, en fait. C'est un mec qui joue sur un côté, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Bah après, ouais, c'est ça. Leipzig, ils ont beaucoup de joueurs en fait qui ont des profils similaires. Il y a Kluivert, il y a le Coréen Hwang aussi. C'est des ailiers très très rapides, très vifs, mais qui au niveau finition sont pas exceptionnels, quoi. T'as un Olmo aussi qui est un très bon joueur, mais qui voilà. C'est un milieu de terrain, c'est pas du point devant, enfin quelqu'un qui peut marquer des buts qui est devant. Ouais. Et voilà, il joue en fait avec des gars devant qui sont Nkunku, qui sont Olmo, qui sont Forsberg, qui sont pas des buteurs en fait, qui sont plus des gars qui sont là pour faire la dernière passe. Et devant, t'as personne pour marquer en fait. C'est ça. Ouais. Donc c'est plus compliqué. Ouais. Pour en revenir à la question, oui, ils peuvent le faire, mais faut qu'ils fassent attention à pas éclater en plein vol comme ils avaient fait par exemple contre Manchester, où ils avaient pris 5-0 et c'est un peu ce genre d'équipe qui est assez jeune et qui sur un match peut faire vraiment des choses éblouissantes. Ils peuvent, je pense, battre quasiment tout le monde. Mais derrière, t'as pas cette garantie de la solidité sûre à 100%. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire. Ça va être très dur pour moi. Liverpool est quand même favori, mais ils peuvent le faire. Et sincèrement, je crois quand même un petit peu. Liverpool, j'ai pas l'impression cette année en Ligue des Champions qu'ils ont l'envie. Par rapport à il y a 2 ans, du coup, quand ils la gagnent, j'ai pas l'impression qu'ils ont l'envie de la gagner. Je pense qu'ils sont plus concentrés sur le championnat et pour faire le doublé. Ça, c'est mon avis personnel. Après, je peux me tromper. Hein. Et je pense que Leipzig peut le faire, mais ça va être compliqué. Après, ça dépend vraiment de eux. Et comme j'ai dit, s'ils éclatent pas en plein vol et qu'ils font vraiment 2 matchs solides sans avoir non, comment dire. S'ils retrouvent leur efficacité offensive, il y a moyen. Ouais. L'année dernière, à la même phase, t'avais Liverpool qui se faisait éliminer par l'Atlético, qui pour le coup avait produit un jeu très défensif, mais sur les contres ils étaient monstrueux. Et t'as Leipzig qui sort 2 excellents matchs contre Tottenham, qui sortait d'une finale. Donc pour moi, Leipzig a largement ses chances. Hein. Liverpool, même si offensivement ils ont un jeu retrouvé, défensivement le fait qu'ils aient pas leur charnière, ils sont pas à l'abri de blessures, parce que tout à l'heure Animal parlait de Thiago, de Wijnaldum, enfin, surtout pour Thiago, voilà, c'est des gars qui quand même se blessent souvent. Ils ont un banc quand même qui, avec les blessures, est pas exceptionnel. Tu sais jamais ce qui peut arriver, quoi. Et en Ligue des Champions, voilà, quoi, tout peut arriver, franchement. On a vu l'année dernière, il y avait énormément de surprises, l'année passée aussi. Tout peut arriver, quoi. Et la musique a largement ses chances. Ouais, pour moi, c'est vraiment la jeunesse de Leipzig qui me fait douter quand même. Tu parles de jeunesse, mais l'année dernière, c'est une équipe qui va en demi-finale, quoi. Qui bat l'Atlético,
qui bat Tottenham, qui a un entraîneur maintenant qui, même s'il est assez jeune, assez expérimenté aussi. C'est une équipe qui est régulière en Ligue des Champions maintenant. On peut plus vraiment parler d'équipe jeune, quoi. T'as quand même des joueurs comme Forsberg qui sont quand même assez confirmés, quoi. Sabitzer aussi. C'est un gardien mais qui reste je parle solide. d'équipe jeune parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des matchs où ils passent totalement à côté, quoi. Enfin, par exemple, le 5-0 à Manchester, c'était quand même incroyable. Même en Bundesliga, des fois, tu as des matchs. Je suis un peu la Bundesliga, je suis surtout les résultats. Tu as des matchs où vraiment ils passent vraiment à côté. Donc, contre une équipe contre Liverpool, ça passera pas. Contre le dernier Bundesliga, Et oui, aurait pu être 3 points. Bayern, c'est ça, dans les moments importants, ils ont vraiment de choc cette année. Bon, la saison n'est pas finie, mais. Est-ce que ça peut pas être dû vraiment au jeune âge du club, entre guillemets, dans le sens où en gros, ils n'ont pas de. Comment je pourrais le définir, mais comme s'il n'y avait pas encore un club qui s'est imprégné vraiment au sein des joueurs en eux-mêmes. Et donc, des fois, tu as pas l'idée, tiens, je me bats aussi pour le club. Bon, un mec comme Forsberg ou Poulsen, ça fait des années et des années qu'ils sont. Poulsen, je parlais de lui tout à l'heure parce que lui, par exemple, il a joué en Détroit allemande, hein, Poulsen. Donc, arriver à ce niveau-là, il était là il y a très très longtemps. Je suis pas sûr que ça soit un manque d'âme de l'équipe, en fait. Mais même si après, ça c'est un autre débat. Du coup, on va passer aux deux derniers débats qui concernent donc du coup le mercato. Je vais vous donner les dernières infos un petit peu pêle-mêle là qui sont tombées ces dernières heures. Donc on a le Youssouf Koné pour Skipper et Luigi de Lyon qui passe de Elche à un club en Turquie. Je l'avais oublié lui. Ah oui. En Turquie, je ne sais plus le nom exactement. 7e championnat turc. Donc cette année, il prend 13 minutes pour resituer un petit peu. C'est encore un recrutement flamboyant de Florian Maurice. On a côté stéphanois, donc du coup, Modeste, Anthony Modeste qui a signé en prêt. Ça c'est une bonne recrue, ça. Ouais, c'est une bonne recrue. Ouais. Ça peut leur apporter parce qu'il manquait un peu de poids devant et c'est un mec qui a marqué des buts en Ligue 1 quand il était à Bastia, donc. Buteur en fait. Depuis Beritz, ils ont pas d'attaquant très clairement. Ouais, c'est vrai. Il y avait Soderlund. Ouais, mais Soderlund c'était avant Beritz. C'est encore Soderlund. Soderlund, il a marqué un but dans le derby, mais c'est tout quoi, en fait. Complètement. C'était une horreur. Voilà, c'est un peu comme, je sais pas si tu te souviens, le Gon Van Volswijk. Ouais, Van Volswijk. Il a marqué un but contre Lyon. Mais lui était un peu plus connu parce qu'il il avait été nommé, je crois, en 2010, plus beau joueur de la Coupe du Monde 2010. Donc il avait un petit pied assez particulier. T'avais Nelson Oliveira aussi, pour ceux qui se souviennent. Non. Oui, bien sûr. Ce mec. Oh là là, quelle horreur aussi. Ils ont recruté combien, Loris Diony déjà? Il l'avait recruté 10 millions, je crois, et là il est à Angers, il est en prêt avec option d'achat, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, je vais pas faire le mec parce que nous on a Garbage aussi à Lorient. Et avec Garbage, c'est un sacré lead. Recruté 10 millions. Il avait fait une énorme saison en Ligue 2, non? Ouais, il a fait une énorme saison en Ligue 2. Oui, mais enfin, de là à le recruter 10 millions, c'est 3. Ouais. Oui, il était très bon, c'était le meilleur buteur ou l'un des meilleurs buteurs, je crois. Ça va intéresser notre ami strasbourgeois, donc Mohamed Simakan, pardon, qui a signé donc du coup à Leipzig pour cet été. Simakan, ouais. Qui a signé à Leipzig pour cet été. Et quitter le navire strasbourgeois. Avec son ami Lala aussi. Mais ça c'était plutôt. Ouais, mais Lala il commençait vraiment à être nul à Strasbourg. Alors que Simakan, franchement, c'est un très très bon défenseur de Ligue 1. Ouais. À voir s'il confirme à l'étranger, mais franchement, bonne pioche. Il était sur la tablette de Lyon, mais il était un peu voulu partout en Europe, donc il était un peu voulu partout en Europe. Donc c'était une bonne recrue. Vous avez peut-être d'autres informations à ajouter concernant le mercato ou un dernier sujet qu'on peut aborder en 10 minutes? Moi, je suis un peu déçu quand même de là.
tournure qu'a pris Youssouf Koné. Parce qu'en soi, c'est quand même un bon joueur de Ligue 1 et là, il va se perdre en Turquie. Moi, je trouve j'ai un peu de contredire. Pour moi, il est très surcoté. Hein. Un mec qui a fait 6 bons mois de Ligue 1 et qui était derrière Ballo-Touré dans la hiérarchie, fallait quand même avoir des doutes. Mais enfin, après, je peux me tromper, mais... Ouais, mais même s'il était... Ouais, enfin, tu peux pas dire qu'il était surcoté parce qu'il n'était pas coté du tout. Enfin... C'était un bon joueur sans plus, mais qui pouvait progresser. Il était encore jeune. Et là, en un an, nous, on l'a recruté il y a 1 an et demi et il part déjà se perdre en Turquie. Enfin, franchement, ça me déçoit un peu. Mais il a quel âge? Il a 25 ans. Enfin, c'est à 95. Il a 24, non? Ouais, il a 25, c'est ça, 24-25. Ouais, quand on l'a pris, il avait 23 ans et demi. 25, ouais. Ben, 23 ans et demi, tu peux quand même progresser. Enfin, bon. J'ai une question conne, mais elle est sérieuse. En France ou il est né? Non, il est né au Mali. Il est né au Mali, il est venu, il est venu en poste de formation pour, qui sait. il est venu en poste de formation. Pas ce que je fais là-dessus. Peut-être, c'est possible. Non, ils sont pas racistes. Sinali Diomandé est né en Côte d'Ivoire. C'est pas un problème de racisme. C'est vrai. Je tiens à démentir cette information par le Lillois là, qui est sur le chat. Les Lillois ne sont pas du tout racistes. Sinali Diomandé est très apprécié par tout le monde au club, y compris par les supporters. On va passer donc au dernier sujet, si vous le voulez bien, qui concerne l'UEFA et l'Euro 2020. Alors, on l'aime bien demander. Oui, demander, il est bien aimé. Alors du coup, l'UEFA a décidé d'aller pour avril la décision finale d'annuler ou de... Chaque 2 fois. Allô? Ouais. Allô? Bon, en attendant le petit cam, je voulais rajouter... Ok. Non, vas-y, dis un dernier mot. Je sais pas ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très agréable. Ouais, je regarde pour la prochaine fois. Vas-y. Bah, ça coûte de ouf. Écris-le, on te le dit au pire. On anime. Ouais. L'UEFA, Euro 2020. Oui, UEFA 2020. Non, mais là, j'ai arrêté de parler du coup, parce que tu voulais dire un mot. Ah putain. En fait, faut que tu t'achètes un nouveau micro, le gars. Je pense, ouais. Non, c'est pas mon micro, là. C'est vraiment... Oui, c'est possible, ouais. Parce que moi, pardon. Je sais que ça, je bug en fait, non, là, c'est pas mon micro. Pour le coup, c'est mon appli qui bug, en fait, depuis tout à l'heure. Oui, pardon. L'UEFA Euro 2020, donc en fait, l'UEFA a décidé d'acter pour avril la décision finale, donc d'organiser l'Euro, soit définitivement dans les 12 pays annoncés de base, soit dans un seul pays. Et donc la dernière question du soir pour finir, c'est pensez-vous que l'UEFA fait n'importe quoi et pensez-vous que l'Euro doit avoir lieu? Franchement, comme ils peuvent. J'arrive pas à avoir un avis parce que je compare ça avec les JO. Les JO, par exemple, ils veulent absolument les tenir. En fait, en gros, c'est soit c'est tout ou rien. Et là, l'UEFA suppose en fait qu'il y aura forcément l'Euro. Et vu les nouvelles tendances, vu les mutations par exemple du Covid ou non, peu importe qu'il y ait ou non, je ne sais rien. Moi personnellement, je trouve qu'ils sont très optimistes. Alors peut-être qu'il y a des points financiers entre guillemets qui poussent là-dessus, mais c'est très étonnant que déjà ils arrivent encore à considérer qu'ils peuvent se tenir. Pour ainsi dire, pour continuer sur par exemple pour les JO, la ville de Tokyo n'y croit, enfin les gouvernements japonais n'y croient plus. À tel point qu'ils sont en train entre guillemets, de s'assurer des votes pour 2036 ou 2032, j'en suis à la date que c'est. Donc ça veut dire qu'ils pourraient dans le futur, ils considèrent que ces JO-là ne seront pas tenus même pour cet été. Et le Japon, comme vous le savez, est beaucoup plus sûr en termes de contamination qu'en Europe. Donc, quand même ils font un pays ou plusieurs, ça change pas le problème de fond. Après, s'ils font un seul pays, moi j'ai un peu de mal à croire que ça va se passer aussi bien qu'ils veulent le croire. Il faudrait déjà trouver plus Kirgiziaï par exemple en Russie, c'est une chose, mais il y a qu'à voir par exemple les contestations qu'il y a là-bas, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Ils ont déjà arrêté les mondes, ça se trouve il va y avoir des gros problèmes institutionnels, on n'en sait rien. Sur le reste de l'Europe, il y a des tensions avec les gouvernements ou autres, ça se trouve les gens ils vont pas avoir le temps les événements sportifs ça va passer à la trappe aussi. Donc en fait, franchement, je suis surpris qu'il y a beaucoup d'amateurisme de considérer qu'il y a forcément l'Euro.
au jour d'aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il risque d'avoir rien que quelque chose en fait. Mais bon, peut-être qu'ils ont un plan C qu'ils n'ont pas dit. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de passer de l'euro. Je pense qu'ils vont faire. Vas-y. Je disais juste que c'est mort pour le pays, pour une organisation intra-pays. Je pense qu'il faudrait se concentrer sur le reste du pays. Après, ils peuvent se calquer sur le modèle de la NBA parce qu'ils ont fait dernièrement au dernier playoff avec des bulles, en ayant un processus de sécurité, un processus sanitaire ultra strict, histoire d'éviter des intrusions entre guillemets. Comme ça, c'était vraiment efficace pour le coup. Il y avait je sais pas combien de joueurs, 200-300 joueurs, il n'y a eu aucun cas positif au Covid. Donc je pense que ça pourrait être une idée à développer. Et je crois que d'ailleurs ils font pareil à l'Open d'Australie cette année. Ils mettent en isolement. C'est une catastrophe. Ouais, j'avais pas vu, désolé. Donc, il y a eu plus de 70 joueurs et joueuses qui ont été contaminés. Et 70, même pas contaminés en fait. C'est des cas contacts. Et ils considèrent des cas de contact comme des cas d'isolement. Donc en fait, voilà, c'est ça. T'as un énorme groupe de joueurs d'ailleurs qui ont été cas de contact parce qu'ils ont été cas de contact sur des avions qui ont été affrétés par les responsables de l'Open d'Australie, ce qui font qu'ils peuvent pas s'entraîner pendant 14 jours. C'est dingue quoi. Après, il faut revenir sur le sujet foot. La NBA, c'est un bon modèle. C'est un bon modèle. Le problème, c'est que en fait, c'est pas 200-300 joueurs. C'est je sais exactement combien de joueurs c'est, mais c'est beaucoup plus. À côté, t'as tout le staff et tout, et t'as un nombre de matchs impressionnant aussi. Donc sur un été faire toute cette série de matchs dans un seul endroit, ça me paraît impossible. Quoi. Ouais, moi aussi ça me paraît impossible. À moins qu'il y ait vraiment une amélioration au niveau de la pandémie, c'est insensé. Et je pense que en fait l'UEFA ils sont là un peu en mode si ça s'améliore, on fait. Sinon, tant pis, quoi. Et je pense qu'au fond, ils sont préparés à l'annuler. Voilà, ça m'étonnerait qu'il annule, franchement. Je vois pas l'UEFA annuler l'euro. Ils auront pas le choix, hein. Il y a trop d'enjeux derrière, je pense. Mais si personne veut... Ça passe ou ça casse, hein. Après, faut voir si l'enjeu va prévaloir par rapport au reste aussi. Parce qu'il y a quand même ça, c'est un enjeu. Mais imagine, t'as un pays hôte où c'est la merde. Ils décident non, je peux pas accueillir les matchs. Comment ils vont faire? Ouais, mais c'est l'exemple que donnait Luigi sur la Russie, il fait complètement écho à ça. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu pour qu'ils puissent confirmer. Et même si ça déroule, il y aura des problèmes d'équité sportive, quoi. Imagine par exemple, je sais pas moi, un gars dans un hôtel qui contamine un joueur, voilà quoi, des trucs comme ça. Après ça, il y en a déjà dans tous les championnats en ce moment, il y en a déjà pour la Ligue des Champions. Ouais, mais c'est différent, tu vois. C'est vraiment un mode, c'est plus vraiment un championnat, c'est vraiment un tournoi avec des nations. On peut pas comparer en fait. Après peut-être une idée, ça serait parce que là, ça serait ou un pays ou tous les pays. Ça serait pas possible du coup de prendre 2-3 pays côte à côte et en fonction de la crise sanitaire c'est un peu le même chose c'est une de leurs options je crois. Là ça serait des limitrophes quoi, tu vois, ça serait pas aller en Angleterre puis en Roumanie, comme ça s'il y a un problème tu peux en 2 heures en avion t'y es, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve ça trop compliqué là. Là aujourd'hui, c'est compliqué, mais bon, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais après, voilà, s'il y a une amélioration, de la pandémie, bien sûr, ça pourra se faire. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est impossible, quoi. Le gros problème de fond, en fait, de ce souci-là, c'est qu'on la situation qui peut changer rapidement. C'est compliqué. Bon, je parlais de ce que je pensais sur le fond, mais même sur la dimension de temporalité, ça me gêne énormément.
parce que il y a vraiment des situations qui changent au cas par cas. Il y a qu'à en France, là on re-annonce peut-être un confinement. Le Macron ne l'a pas fait pour des raisons sans doute politiques, mais ce que je veux dire, c'est que si du jour au lendemain ça change, ils n'auront pas leur mot à dire. Et donc ils peuvent acter une décision dès avril. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il faudrait limite qu'ils le fassent fin mai. Imaginons qu'ils veulent le faire aujourd'hui, il faudrait qu'ils le fassent limite fin mai. Or, ça se décide pas sur un coup de dé, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à y croire. C'est comme les JO, j'ai un peu de mal à y croire que ça va se faire aussi facilement dans un pays qui est très respectueux, qui fait vraiment attention en termes de distance ou autre. Moi qui ai vécu, je peux vraiment parler là-dessus. Mais déjà que là-bas, j'ai vraiment du mal à y voir que ça va marcher pour les JO. Alors pour le football, des pays qui ont vraiment rien à foutre, il faut quand même en reconnaître. Même si la logistique peut être vraiment ramenée au minimum, hein, comme tu disais par exemple l'avion, tu peux imaginer même entre guillemets des trains bulles, si tu veux aller en plus loin, des conneries comme ça, mais ça va être trop le bordel. Et pour les limites en timing, ça se... Allô. Il en a marre. On va conclure, messieurs. Merci pour vos analyses et tout. C'était des sujets très intéressants et variés. Je suis vraiment désolé parce que auprès de tous nos téléspectateurs et éditeurs, des problèmes techniques qui ont lieu durant un peu tout le live en fait. Donc je sais pas pourquoi ça a bugué. C'était censé être mieux, oui effectivement. On était préparés. Finalement il y a eu plus de cas. Alors je sais pas pourquoi. On va continuer de chercher et de s'améliorer pour vous proposer les meilleures analyses possibles. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Elle sera disponible donc sur Twitch, je sais pas, mais sur YouTube c'est sûr. Demain ou ce soir la nuit. On va mettre plutôt sur demain, je pense. Hein. On va essayer de tabler sur demain, ouais. Merci messieurs. Pour l'organisation. Et merci pour l'organisation, ouais. Je t'en bien sympa. Merci à tous. À la prochaine. C'est top, la vérité, c'est top. Merci. À la prochaine. Vrai tas d'experts. Toujours. Ouais. C'est ça. Il y avait DNT avec nous, mais comme il n'ose pas parler. Il a peur. Quand ils ont pas de micro, mais il a un téléphone portable pour parler. Bon. Il y a des excuses, hein. Il a peur. Bon, bah, en tout cas, bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée à vous. Et à la prochaine. Bonne soirée, à la prochaine. Hein. Merci. Toujours là, le problème. Ouais, je vais partir. Ouais, ok, non, juste pour ajouter, je pense qu'il y avait un peu trop de sujets en fait. Du coup, on n'a pas forcément le temps de. Bon, on a parlé beaucoup de. Il faut que je coupe live parce que. Ouais, coupe quand même. Ouais, bah, de toute façon, je ferai une coupure je verrai après. Oui, il y avait peut-être trop de sujets, ouais, effectivement. Il faudrait peut-être que je nuite sur moi. En fait, je sais pas pour la disponibilité de quelqu'un, mais peut-être faire peut-être 2 émissions par semaine et peut-être avec moins de sujets par émission, quoi. Ouais, après, faut voir. Vas-y, ouais, je t'écoute. Non, je sais pas comment cette idée, parce que c'est souvent qu'il commence à avoir de sujets, et je pense que peut-être faire 2 parties. Une première partie, imaginons sur des actualités courantes du football, du style, machin, il a gagné, par exemple, le Barça a gagné tel match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et faire plutôt, je sais pas, un mardi ou un mercredi, quand il n'y a pas la Ligue des Champions, je sais pas quoi, bien sûr, sur un truc un peu plus généraux du style, que pensez-vous, j'en